Bien, bonjour à tous. Nous sommes vendredi. Le vendredi, c'est Jacques Dancal. On a plaisir à revoir. Jacques, merci d'être là. Au Kakembe. Oui, Ça va très correct. Il a échappé au pire. Il a eu vraiment 2 semaines difficiles, je sais. Je sais ce que c'est, ne t'inquiète pas. Olivier est là aussi. Nathalie est déjà là, même avant tout le monde. Avant tout le monde, la première. Incroyable, bonjour ça. à tous. Et Daniel arrive. Bon, alors aujourd'hui, bien évidemment, on va parler de l'attitude du MEDEF. Je reviens de la conférence de presse du MEDEF. Ils sont vent debout contre l'article 74. Bon, on va en Alors, parler. quand on dit ça, il faut quand même expliquer aux gens. Parce que quand on dit 73, 74, Ouais. je trouve que c'est pas pédagogique. Alors, monsieur Zandronis, On va expliquer. Voilà. Les violences, bien sûr, l'État veut faire des assises. On a entendu le préfet, il y a eu des réactions. Le nombre de postes dans l'éducation a encore diminué. Oui. Et donc, mais c'est lié aussi à la population. Enfants, hein. Oui, il y a moins d'enfants. Et le rapport de la CRC, je ne sais pas si vous l'avez lu, pour l'assainissement. le SMAG. Alors là, vraiment, le SMAG est coulé. Là. Vraiment, ils vont battre l'eau même. Bon, on va parler de ça. Sinon, on parlera aussi dans l'actualité de la rencontre avec Chantal Louyal, chorégraphe, danseuse de la troupe différente. Je l'ai reçue 3 fois, non 4 fois ici. Oui, justement, Elle est je très me demandais présente, s'il y avait très des... présente. Non, mais je me demandais s'il y avait des préférences, Si elle avait parce que je commencé l'ai avec vu nous. entre les... Non, mais non. Exactement. Donc, je me suis demandé s'il y avait des C'est une dame préférences. très gentille et qui défend bien la Guadeloupe du point de vue culturel. Donc, c'était normal qu'on lui accorde les 2 passages, un petit peu, 2 ou 3 Pendant un passages. mois. Bon, Oui. plénière du département sur les orientations budgétaires, on y reviendra. Journée insertion à CBE et puis la conférence de la CCI. Alors, messieurs, bon, bien sûr, on parlera de la presse tout à l'heure. On aura aussi comme invité Kali Nagou. Non, Kali. Il fait un spectacle demain soir à Bastère. Ah, tu connais pas Kali? Non. Ah bon, il faudra aller demain soir à l'auditorium. C'est toujours le même. Hein? C'est toujours le même Kali. Oui, c'est le même Kali, c'est celui-là. Kali. Oui, c'est le même. Oui. Ah bon, d'accord, si c'est ça, ça va. Ah, tu ne savais pas que c'était le même. Non. Bon, il sera à l'auditorium demain à Bastère et on va en parler. Bien, alors je disais qu'on va commencer par la conférence de presse qui a eu lieu ce matin. Le MEDEF, le CGPME se sont rassemblés parce qu'ils sont vent debout contre l'article 74. Alors l'article 74, c'est un article qui a été validé par l'ensemble des élus de la Guadeloupe après pratiquement 19 congrès. Et ces gens disent qu'ils n'étaient au courant de rien, que c'est l'économie qui détermine le politique et qu'ils sont opposés, mais alors radicalement opposés. On va l'entendre d'ailleurs. On va écouter M. Venu Toulouse, on l'a interviewé ce matin. Jusqu'à présent, un certain nombre d'avancées, de discussions politiques se sont faites sans le monde économique. Depuis plusieurs mois, nous réclamons d'être associés à ces décisions, à ces discussions, à ces mouvements. Aujourd'hui, nous disons d'une voix commune, stop. Nous ne sommes pas d'accord avec la méthode et nous ne sommes pas d'accord avec la conclusion sans aucune méthode au milieu. Il n'est pas question de passer au-delà de la population, il n'est pas question de passer au-delà du monde économique. Il n'y aura pas d'avancée sans le monde économique et il n'y aura pas de modification sans le consentement de la population. Et aujourd'hui, nous avons voulu faire passer le message en même temps et c'est le début d'un certain nombre de messages que nous passons aussi bien local qu'au niveau hexagonal. 72, 73, 74, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les Guadeloupéens, le peuple guadeloupéen, ce qu'il veut et ce que nous ferons ensemble pour que demain matin, notre Guadeloupe puisse être la plus belle île des Caraïbes. Nous voulons savoir ce qu'on met dans la finalité. S'il n'y a pas de détails de ce qu'on va mettre dans le 74, non. Mais pas plus de 75, de 76 ou de 72. Ce n'est pas une question de numéro, c'est que mettons dans ce sac. Ça se passera avec l'État si nous sommes ensemble et si nous parlons d'une seule voix. Et ils nous écouteront. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est ce que je regrette. Nous prenons notre part de responsabilité, nous, au monde économique. Mais demain matin, après-demain, il faut que ça change. Il faut que le monde politique, comme le monde économique, où nous avons fait cette conférence de presse aujourd'hui, mais nous en avons fait d'autres dans le passé, je dirais que nous montons d'une seule voix, comme font les Réunionnais, pour parler d'un seul projet. Alors, je résume très rapidement la conférence de presse qui a été
aux données organisées par le MEDEF, la CCI, puisque on l'a pas vu, mais M. Vial-Koulé était en distanciel depuis Paris, il est intervenu dans le même sens. Et visiblement, ils disent qu'ils ne sont au compte de rien, qu'ils n'ont participé à aucune réunion, qu'ils n'ont reçu aucun document, qu'ils n'ont pas, sont pas d'accord globalement avec le 74, parce que ils pensent que la Guadeloupe perdra. Ils donnent l'exemple de la Martinique et de la Guyane, etc. Et ils disent qu'aujourd'hui, ils iront voir le Premier ministre et le gouvernement français pour dire de tout bloquer. Bon, alors, dernière information. Hier soir, ils ont dit ça lors de la conférence de presse. Ils ont eu un entretien avec M. Losbaro pendant 2h30. Et semble-t-il, parce que j'ai vu M. Losbaro tout à l'heure, j'étais à la résidence, et M. Losbaro a dit qu'il est prêt à discuter avec ces gens-là, créer des commissions, etc. Mais visiblement, ce que j'ai entendu aujourd'hui me laisse penser que les réunions que M. Losbaro peut organiser ne serviront à rien du tout, parce que la décision a été prise de tout rejeter. Voilà. C'est la situation aujourd'hui. Donc, je disais que nous sommes revenus à 2003, à l'époque où M. Chevrier était encore au pouvoir et qu'il y avait eu ce référendum, etc., etc., et qu'il y en a avancé. C'est dommage à écouter le monde économique. Enfin, le monde économique n'écoute pas la radio, ne lit pas les journaux et ne regarde pas la télévision. On en a parlé de ces congrès, de ces évolutions. Alors, bon, ça c'était pour la boutade, mais là, on a l'impression qu'ils veulent discuter, qu'ils veulent avancer, et peut-être qu'il y aura un point commun sur un projet minimum. C'est déjà un beau début. Non, il faut être optimiste. Il faut être optimiste. Faut être optimiste. Tu es, Jacques, optimiste sur le déroulement, la suite, parce que j'ai posé la question, je demandais est-ce qu'il faut effacer tous les congrès qui ont eu lieu. Bon, à la limite, on recommence à zéro. Alors, il y a des effets d'annonce là-dedans. Bon, c'est clair qu'en disant cela, forcément, le monde économique fait un peu le buzz sur ce dossier-là, en créant une nouvelle zone floue, parce qu'en réalité, on a l'impression que depuis le temps qu'on en discute, qu'on avait suffisamment d'éléments pour pouvoir apprécier les différents aspects des textes, et puis beaucoup de propositions ont été faites. Je me dis que depuis 2003, vous le rappelez quand même, on discute, il y a un rapport qui est sorti, il y a eu des congrès successifs. On se dit, mais pourquoi maintenant on bloque tout alors qu'aucune décision n'est prise réellement, puisque les négociations sont toujours en cours et l'État ne s'est pas encore positionné clairement. Ils ont ouvert un chantier, c'est clair qu'on doit aller vers quelque chose. Tout le monde est d'accord sur l'idée qu'il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester dans le statu quo. Je ne sais pas, est-ce que c'est simplement un coup de, je sais pas moi, un coup de bélier sous la porte pour pouvoir se faire entendre de nouveau? Il y a peut-être d'autres choses à négocier. On ne comprend pas très bien. En tout cas, ça crée une zone floue. Alors, notre confrère Jean-Claude Roth qui était là, leur a demandé est-ce qu'ils se réveillent subitement. Ils se disent non, ils n'étaient pas endormis. Ils ont toujours tenu ce discours-là. C'est vrai que ça a été beaucoup dit, hein, que bon, ils ne sont pas d'accord pour ça. Mais il y a eu un forum, la région avait organisé un forum économique d'ailleurs. Tout à fait. Alors, est-ce que les différences qui sont apparues à un moment donné entre les deux exécutifs ont servi à alimenter ce positionnement-là? Surtout que, en réalité, alors, ils ont peut-être raison là-dessus aussi, quelque part. C'est-à-dire qu'on on discute tellement qu'on finit par ne pas y voir clair. Pour eux, bon, bien entendu. Tout en ne sachant pas non plus ce que veut le monde économique. Alors, si effectivement le monde économique veut que ce soit un statu quo, effectivement, il faut que ce soit dit clairement. Clairement, moi je pense que... Mais c'est ce qui est dit. Voilà. C'est ce qui a été dit. Non, il est question de tout arrêter. Non, le président de l'UDMEDEF ne dit pas que c'est un statu quo. Il dit simplement qu'il faut que tout le monde discute, qu'il faut qu'on se mette d'accord. Il est moins tranché que M. Ventolo. Ah non, M. Ventolo est radical. M. Blandet dit simplement... Ce qu'ils ont dit toujours, tout le temps, que bon, il faut que la population soit entendue, mais soit, je pense que c'était une affaire actée, que de toute façon la population serait consultée. Le deuxième aspect, ils disent qu'il faut qu'on soit d'accord sur un projet commun. Bon, ça, il y a des discussions en cours. Je ne crois pas que les exécutifs soient bloqués là-dessus. Ce qui est surprenant, c'est la différence de discours entre quelqu'un qui est très radical, on bloque tout, et le président de l'UDMLF qui dit non, on est dans une situation où nous devons nous mettre d'accord. Dans cette interview, parce que ce sera sur notre média, mais j'ai demandé à M.
Blandin, il a annoncé qu'il est un patriote. On lui demandait qu'est-ce que ça signifie être patriote. Il l'a toujours dit, d'ailleurs. Oui, il l'a toujours dit. Il est profondément guadeloupéen. Profondément guadeloupéen. Alors, moi... Non, mais en même temps, Dany, que quand tu disais justement que ça fait... On est au 20e congrès, je trouve... 19e, 20e 19e 19e. Depuis 2003, même 2001, non 2003, bref. Je trouve un peu... J'ai du mal à dire le mot, un peu hypocrite de la part de tout le monde, quand même. Alors, est-ce que, voilà, comme disait Olivier tout à l'heure, on lit pas la presse, on n'écoute pas les infos, 20 ans qu'on parle de on avance pas. Après, on peut être un peu plus pédagogue, et je le disais pour la population, que nous interrogeons à chaque fois et qui nous dit « Ouais, mais nous pas à comprendre, 73, 74, qu'est-ce que ça avait dit ?» On peut être un peu plus pédagogue. Mais je trouve que le monde économique est assez proche du monde politique pour ne pas dire on ne nous a pas consultés, on ne nous a pas rencontrés, on n'en a pas parlé, que ce soit officiellement ou officieusement. Je suis un peu étonnée de ça. Ce sont deux mondes qui se rencontrent. Ce sont deux mondes qui se rencontrent tout le temps. Donc, je suis un peu choquée. C'est-à-dire la façon dont ça a été présenté. Là, aujourd'hui, c'est une opposition qui... On est à la veille des municipales, alors tout le monde est... Alors, il y a même eu quelque chose d'exceptionnel, qui a été dit. On a dit que nous avons 40 000 entreprises en Guadeloupe. Et dans les entreprises, il y a des salariés. Donc, ça veut dire, parce qu'on parlait du référendum. Ouais. Donc, oui, 40 000 entreprises. Donc, vous ne pouvez pas faire sans nous. Hein. Voilà. Et attention, on a des voix. Voilà. Je pense que Boucantage médiatique Guadeloupe, par essence, c'est une émission qui est destinée à décrypter, pas simplement l'actualité, mais aussi les médias. Oui. Je pense que ce sujet de l'évolution institutionnelle ou statutaire est par essence un sujet d'analyse pour la posture et parfois les impostures auxquelles on peut assister dans les médias. Bon, ça a été dit, hein, il y a une différence de tonalité, de posture et de verbatim, de discours entre les interlocuteurs qu'on a vus dans le reportage. Moi, ce que je constate de très intéressant, en tout cas, c'est que les acteurs économiques, comme d'autres types d'acteurs, considèrent que la Guadeloupe ne peut pas rester dans l'immobilisme. Considèrent que dans un monde en bouleverse, comme on dit en créole, au moment où on vit un basculement de l'histoire, que la Guadeloupe doit choisir son destin au sein de la République, naturellement. Je ne pense pas que quiconque ait parlé de sortir la Guadeloupe de la République en l'état actuel des choses, et qu'il y a une nécessité d'avancer. Formellement, les acteurs économiques ont été associés à la démarche depuis 2022 et même avant sous d'autres gouvernances. Il y a des rapports qui en attestent, il y a des comptes rendus d'audition, il y a des enregistrements audio d'audition avec des acteurs économiques. Donc, dire qu'ils n'ont pas été associés, c'est au minimum une contre-vérité, au maximum de la malhonnêteté intellectuelle. Mais ce que je pense en tout cas, et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces acteurs économiques ont envie que cette concertation s'approfondisse et qu'il y ait encore davantage de discussions avec la société civile, avec les forces politiques, avec les exécutifs ou les élus pour arriver à un projet qui soit un projet profondément guadeloupéen. On a l'impression que les choses sont figées, que c'est arrêté et qu'on va demain... non, même pas décider, changer tout de suite les institutions. Alors qu'en fait, on est dans un processus qui a démarré depuis très longtemps, qui a redémarré depuis 2022 et qui a connu un certain nombre d'étapes qui sont des étapes certes décisives, mais à aucun moment il n'a été question qu'une décision soit prise sans que la population soit consultée. C'est de toute façon une obligation constitutionnelle. Et de toute façon, il y a eu déjà beaucoup d'actions qui ont été mises en place, de concertation avec la population, avec les associations, avec les forces vives. C'est un processus qui se poursuit. Et je pense que cette, pas épiphénomène, mais ce à quoi vous avez assisté aujourd'hui et que vous nous relayez, est pour moi une volonté d'acteurs économiques d'être encore davantage associés. Il faut le prendre pour ce que c'est. Oui, vas-y. On va faire un peu de sémiologie de l'image et surtout du discours. Dans ce discours, j'ai entendu... quelqu'un dire, un chef d'entreprise, dire qu'il faut être que la population et les acteurs économiques soient associés aux discussions comme sur l'île de la Réunion. Mais justement, c'est le contraire. Sur l'île de la Réunion, c'est figé, c'est constitutionnellement figé pour le moment. Donc, on ne peut pas discuter d'évolution statutaire ou institutionnelle sur l'île de la Réunion parce que constitutionnellement, c'est inscrit que ça ne va pas bouger. Donc, alors, et puis il y a un aspect aussi, on a l'impression que, je ne vais pas dire que il y a un peu de politique, parce que quelque part,
la différence de discours entre le président de la CGPME et le président de MEDEF aussi, Bruno Blandin n'a pas les problèmes de légitimité que pourraient avoir d'autres organisations patronales, parce que c'est quelqu'un qui n'est absolument pas contesté. Donc il y a une hauteur de vue qui est différente de celle des autres organisations patronales, parce que comme je le rappelais tout à l'heure, il se dit patriote, d'ailleurs il a démontré dans plusieurs positions qu'il a prises que cet aspect-là de l'évolution ne le gênait pas fondamentalement, parce qu'il considérait qu'il fallait défendre la Guadeloupe, mais on voit bien qu'il y a une différence de discours, parce qu'il n'a pas de problème de légitimité. Les autres en ont peut-être, donc peut-être qu'il faut rassembler les troupes autour de quelque chose. Je suis assez d'accord avec ce que disait Daniel. Quelque part, il y a des positionnements. Alors, il y a peut-être un aspect aussi qu'on oublie aussi, c'est qu'actuellement, l'État aussi a un discours. Quand on entend la ministre des Outre-mer, elle fait comme si les choses sont engagées et vont se faire à la limite sans les autres. Mais là aussi, ce sont des attitudes politiciennes. Quelque part, à un moment, il y a aussi la crainte que des décisions pourraient être prises. D'ailleurs, il y a beaucoup de décisions qui sont prises en ce moment avec des conséquences économiques sans concertation. On le voit pour la taxe carbone et pour des tas d'autres choses. Sur les taxes sur l'alcool, des décisions sont prises. On ne demande pas l'avis ni au monde politique ni au monde économique. C'est précisément l'occasion, quand nous avons la possibilité, nous, de dire ce que nous voulons, de le faire plutôt que de subir. Oui, parce que l'État fait ce qu'il veut en ce moment sur beaucoup de dossiers qui sont extrêmement importants. Et même sur la fiscalité, ils ont dit... sur le rhum, c'est une catastrophe. Il y a eu un rapport assez important, et je me souviens à la région, j'avais même fait l'interview de M. Lefebvre, je crois qu'il s'appelle, et il expliquait que avec la fiscalité qu'il y a au Guadeloupe aujourd'hui, il y a de quoi quand même, entre guillemets, nourrir la Guadeloupe. Et là, aujourd'hui, on rejette tout est remis à plat. Alors moi, je pense qu'au niveau du conseil départemental, le président Losbard probablement aura l'occasion de s'exprimer là-dessus, mais je ne suis pas certain, contrairement à ceux qui disent, que les décisions ont été prises sans unanimité. Et d'une manière générale, ça remet en cause même autrement, politiquement. Ça veut dire que quand des élus, dans leur majorité, font un vote, et les élus ils représentent quoi? Ils représentent la population, il me semble. Donc ça n'a aucune valeur. On efface tout et on recommence. Il faut surtout analyser, je pense, le moment de cette conférence de presse à quelques jours d'une élection municipale. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Donc il y a des chamboulements, il y a des demandes. Ils l'ont dit d'ailleurs que ce sont des revendications, des demandes dans un moment où politiquement c'est en mutation pour se faire entendre et pour... Et puis aussi pour provoquer, par exemple, ceux qui se présentent aux élections municipales, provoquer dans leur programme, de rajouter des choses dans leur programme. Et aussi derrière, ils disent bien, nous sommes 40 000 entreprises. J'ai envie de m'arrêter à ce qu'a dit dans l'interview, en tout cas, et également pour l'avoir entendu de vive voix, le président Blandin qui disait qu'il y a une nécessité absolue de parler d'une même voix. Donc c'est ça la nécessité, il faut y travailler. Il y a des rendez-vous qui sont déjà pris, de ce que j'en sais en tout cas, de façon presque hebdomadaire, entre le monde économique et le monde politique. Des initiatives sont prises en ce sens. Il faut que la Guadeloupe parle d'une même voix. C'est là peut-être un exemple à prendre, si tant est qu'il faille en prendre sur la région. Cela dit, politiquement, il faut bien se rendre compte d'une chose, il y a la position du président de région, mais il y a aussi la position du Parti socialiste, enfin de la Fédération socialiste ici, qui rejoint globalement, il y a une connexion entre la Fédération socialiste de la Guadeloupe et le président de région. Et tout ça n'est pas le fruit du hasard. C'est vraiment, moi je pense que c'est une décision politique. C'est pas seulement de l'économique, c'est vraiment du politique. Mais juste, puisqu'on en parle, lorsqu'on parle de 40 000 personnes, actuellement on a eu 40 000 entreprises. Lorsqu'on parle de toutes ces personnes qui travaillent dans le privé, on a eu actuellement une espèce d'attaque sur les 40% avec ça concernait les fonctionnaires d'État, mais quand on regarde le poids, lorsqu'on parle du poids des personnes qui travaillent dans le privé, actuellement, on a environ 30% de la population active au travail, parce que il y a 126 000 personnes, si on ramène aux gens qui travaillent réellement 91 000, on a 37 000 personnes qui sont dans toutes les fonctions publiques, c'est-à-dire État, hôpitaux, collectivités et organismes à mission de service public comme EDF, etc. Ces personnes-là touchent en réalité plus de 78% de la masse salariale qui est versée. C'est énorme, c'est énorme. Ils ne représentent que 30% de la population active au travail.
Ça veut dire que lorsqu'on parle du poids économique aussi de ceux qui travaillent dans l'entreprise, il faut se rappeler aussi que le moteur de l'économie, ce sont justement ces personnes qui sont dans la sphère publique. Et ça, c'est extrêmement important de se rappeler des chiffres, des fois, pour tempérer aussi un certain nombre de discours. Je sais, j'ai eu Mme Panchard l'autre jour qui me dit qu'elle est en train de travailler pour une réunion qui aura lieu avec le ministère... comment il s'appelle Oui, j'aime pas dire ça. C'est un mot qui n'arrive pas à sortir. Naïma Bouchou. Oui, madame, comment ça s'appelle? Madame Bouchou. Voilà, il y aura une réunion prévue. Et il y a des rencontres qui ont déjà commencé depuis une semaine. Alors, donc, moi, je me pose la question, qu'est-ce qui va se passer ces jours-ci par rapport à ça? Parce que, visiblement, monsieur, comment il s'appelle, Blandin m'a dit qu'il prend l'avion ce soir et qu'il compte rencontrer le Premier ministre français et le président du gouvernement. C'est l'occasion de faire du lobbying aussi, toute façon. Il a une entrée directe. Il a une entrée directe. Visiblement. Alors je rappelle, enfin tu dois le savoir. Il siège au bureau national. Comme M. Blandin est médecin dans le bureau du MEDEF français. Oui. Depuis plusieurs exercices. Oui, mais là, ça a été confirmé, il est monté dans l'échelon. Et d'autre part, le président de la CCI de Guadeloupe, M. Bialcolé, est président de l'ensemble des CCI. Des Outre-mer. Je pense que à ce niveau-là, c'est pourquoi je dis que c'est une décision politique qu'ils ont prise, qu'il y a une concertation en disant que nous allons peser sur l'avenir de la Guadeloupe dans ce sens-là. Comme disait Daniel, au moins il parle d'une même voix, puisque toutes les organisations patronales se sont rassemblées pour à la veille comme tu disais, à la veille des élections municipales. Bon, bref, on parle d'autre chose. Alors, sur la question, c'est déjà l'heure de la pub déjà. Ouais. Bon, on prend la pause et on se retrouve tout à l'heure pour le deuxième sujet. C'était un premier sujet qu'il fallait aborder, d'autant plus qu'il a été dit plusieurs fois au cours de la conférence de presse. Nous comptons sur les médias pour relayer notre position. Donc, Fonsanti, Nouvelle Semaine et compagnie, aussi Guadeloupe Première qui était là. Vous aurez sûrement à en parler. On y revient tout à l'heure. Voilà, c'est la deuxième partie du BMG et on va parler de la presse. Mais on commence par une nouvelle semaine. Volontairement, cette semaine, François, excuse-nous, mais on va commencer par une nouvelle semaine. Parce que, au contraire, il y a de quoi. La couverture. La couverture déjà. Alors, nouvelle semaine, est-ce qu'il y a aussi une orientation? Puisqu'on affiche des couleurs, là. Non, mais c'est normal. Non, c'est de l'information. C'est pas de la formation, c'est de l'information. Alors, explication. Oui. Pour la une. Pour la une, on retrouve... Alors, c'est M. Ansbert Baltus qui fait une série d'articles sur les partis. Il fait un peu un peu d'historique et aussi la situation des partis. Donc, il a déjà fait le Parti socialiste. Donc, là il a fait l'ANG. Donc, il présente le mouvement. Et donc, c'est pour ça que nous avons ça en couverture. Mais ça n'est pas... Parce qu'il y a les municipales, c'est parce qu'ils présentent les partis. Et donc cette semaine, on a l'ANG qui, effectivement, on a dit la croisade de l'Alliance, parce qu'effectivement... C'est quelle alliance? Parce qu'il y a beaucoup d'alliances. Il y a beaucoup d'alliances en ce moment. Enfin, c'est la première, celle qui avait été initiée par le Grénet de l'Alliance historique, le canal historique. Parce qu'on parle souvent avec des sigles. Vous dites ANG, précisez ANG. Alliance nationale Guadeloupe. Voilà, c'est très important. Oui. Alors, non, mais je m'arrête sur ce dessin-là, cette caricature. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Je ne savais pas, il y a deux baptistes dans l'élection? Non, il y a une situation, elle n'est pas compliquée, mais elle est particulière. On sait très bien comment Franck Baptiste a été élu maire, en fait, contre l'avis de son frère. Enfin, c'était un quasi-coup d'État dans le conseil municipal, au sein du conseil municipal. Et depuis, il y a une brouille, si on peut appeler ça comme ça, politique, puisque officiellement les deux frères s'entendent tout à fait bien, mais sur le plan politique, ils s'entendent très bien familialement, mais il se trouve que d'un point de vue politique, c'est un peu compliqué, puisque Franck Baptiste est normalement candidat, puisqu'il est sortant, et qu'il a en face de lui Mme Couriol, qui est soutenue par son frère. C'est vrai que ça fait un peu compliqué, puisque Christian, effectivement,
On a eu des époux des Mao qui étaient candidats l'un contre l'autre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est atroce. Oui, c'est vrai que Christian est aussi sultan, puisque Christian est aussi sultan. Parce qu'en réalité, le vrai sultan, c'était lui. Mais bon, donc forcément, ça nous a donné... Elle est plus sortie que sultan. Oui, voilà. Donc ça nourrit un peu... Alors, il y a une autre caricature. C'est à quelle page? Page 26, c'est ça? Oui. Page 26, 26-27. Alors, explication aussi. Félicitations quand même au dessinateur. À la sauce des 4. Alors là, c'est encore Éric Nago qui a croqué donc le président de région et son conseiller politique, puisqu'il n'est plus officiellement directeur de cabinet, mais qui est son candidat. En tout cas, le président Jalus conduit la liste au municipal à Bémao. Qui conduit la liste? Harry Jalus lui-même. Est-ce qu'il peut objectivement le faire aujourd'hui? Ah oui, a priori oui. Mais il peut pas être maire, oui. Il n'y a pas de contre-indication. Il va avoir deux mandats. Oui, après, il faudra qu'il choisisse. Oui. Mais pour l'instant, il peut conduire la liste. J'apprends que l'ancienne mairesse n'est plus candidate. Elle est avec... Elle est sur la liste. Voilà, elle est sur la liste. Oui. Et donc, mais celui qui conduit la liste, donc Harry Jalus, a déjà annoncé que ce serait pour faire voter pour Teddy Bernadotte, qui serait le maire. Donc c'est pour ça qu'on a Teddy est le futur maire de Bémao, théoriquement. Sur le papier de l'Alliance bémaotienne. En tout cas, page 25, vous avez mis les autres candidats, Sylvie Chamougon-Hano, mais il manque quelqu'un. Puisque Frédéric Théobald. Oui, il en manque deux. Il manque aussi. Vainqueur est là? Oui, vainqueur. Alors, il manque aussi Monsieur Vainqueur. Alors, c'est pour ça que dans les moulins en question, ce sont les moulins des autres candidats qu'ils attaquent. Mais c'est vrai qu'à deux, ils doivent attaquer déjà 3 moulins qui sont de chez eux, plus un moulin de l'opposition. Alors, ce n'est pas un sondage. J'ai discuté avec des Bémaotiens et des Bémaotiennes récemment qui ont envie d'un retour des Chamougons. Quand on dit un retour des Chamougons, papa, maman, Sylvie... Enfin, Sylvie. Oui. Bon, on verra, à suivre, c'est à suivre. On continue, France Antilles maintenant, bien sûr. On a fait un bon focus sur Nouvelle Semaine, donc c'est un numéro à avoir et je le conserve pour Caribé. Donc nous, on a fait... Vous avez en plus, non, il l'a gardé parce que vraiment la une est exceptionnelle. Félicitations. Oui. France Antilles. Donc nous, on a un dossier sur le TDA. Le TDA, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Oui. Beaucoup d'enfants sont atteints de TDA, même des adolescents. Et on a toujours l'impression qu'ils sont incompris, qu'ils s'agitent ou qu'ils manquent de concentration et que c'est parce qu'ils ont envie de s'amuser ou pas apprendre à l'école. Et donc, on a 2 témoignages de mamans d'enfants atteints de TDAH avec ou sans hyperactivité et qui témoignent dans ce journal. En ce moment, on fait beaucoup de dossiers sur la parentalité, puisque vous savez, quand il y a eu tous ces effets, tous ces actes de violence faits par les jeunes et aussi envers les jeunes, on a décidé de parler de parentalité, de violence, de troubles, de tout ça. On a rencontré des sociologues ou des psychologues pour un peu cerner tous ces sujets-là. Donc, c'est notre dossier de ce vendredi. Oui. Et aussi le carnaval, puisqu'on est dans la dernière ligne droite, juste avant les jours gras. C'est Bémao Mima, c'est la parade de Déhay qui commence ce soir. C'est aussi la parade de Capesterre avec Kassika qui est en chef de file, puisque vous savez que Kassika a 40 ans quand même cette année. Ils ont commencé par le carnaval avant d'enchaîner sur les chantés Noël. Donc, ils ont 40 ans. Donc, il y a la grande parade de Capesterre. Il y en a un peu pour tous les goûts. Comme ça, voilà, on peut s'orienter en Guadeloupe. Il faut avoir lu France Antilles ce week-end. Voilà. Exactement, parce qu'il y a aussi toutes les informations pratiques pour prendre des navettes, pour se garer. Et il est accompagné, évidemment, de votre mag. Et nous avons fait le portrait de Sonny Troupé, ce musicien talentueux, fils de Georges Troupé, de l'école Troupé, et donc il se raconte, et il a aussi un album en publication, en enregistrement. Donc tout cela, on en parle dans notre magazine. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a après? Nouvelle étincelle, je crois, c'est ça?
Oui, alors, grand débat. Relance. Ben ouais, c'était sur les finances publiques, le débat de samedi dernier. Oui, la Guadeloupe en danger, ils l'ont dit, ils le répètent. Et ça, parce qu'il y a eu, il faut le dire, une conférence du Parti communiste la semaine dernière. Oui, samedi matin. Samedi matin, sur justement les questions de finances publiques. Et justement, le parti a pris une position particulière sur ça. Alors, bien évidemment, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que dans tout ce débat, la question de l'autonomie de l'indépendance est complètement éradiquée. Parce que si ça, en 1974, est à ce niveau de, entre guillemets, de gêne, je pose la question sur l'autonomie et sur la question de l'indépendance. Mais en fait, je ne vais pas répondre pour eux. Oui, parce que Daniel le rappelait tout à l'heure, toutes les discussions et tout ce qu'on a eu comme conclusion des différents congrès, on était toujours dans le cadre de la République. Bon, on peut se dire que la situation est relativement claire. Oui. Maintenant, peut-être que les gens sont un peu échaudés par ce qui se passe dans la Caraïbe, parce qu'ils découvrent tout à coup que beaucoup de pays de la Caraïbe sont en réalité des dépendances américaines, ou en tout cas on l'a vu avec l'affaire des réfugiés qu'on a demandé à Antigua ou à la Dominique d'accueillir, et on a vu que les premiers ministres en question n'ont montré et Cuba même. Voilà, ils n'ont fait aucun effort. D'ailleurs, on l'a vu, Antigua, on leur a dit, mais vous n'envoyez plus personne à Cuba à faire des études, mais ils ont fait venir des Ghanéennes. La Dominique fait pareil. Donc on est dans une situation relativement qui se clarifie dans la zone. Or, justement, tous les congrès, il y a toujours eu une position, le choix de rester dans la République, pour l'instant. Donc quelque part, on se dit, bon, c'est pour l'instant, c'est assez clair. Alors, est-ce qu'on a l'idée d'indépendance et d'autonomie est abandonnée par les partis traditionnellement versés dans ce discours-là? On n'en entend plus parler. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de positions électoralistes en ce moment. Ouais. Bien, on en reparlera après les élections. Oui, il faut en parler après les municipales. On reviendra après les élections. Voilà. Ah, d'accord, ok. Bon, non, il faut dire quand même que l'UGTG a pris position contre les élections. Oui, mais on fait comme chaque fois, hein. Oui, quelles que soient les élections, ils ne veulent pas participer et disent que ça ne sert à rien. Donc c'est comme à chaque fois. Bien, alors on va revenir à nos débats. Je dis que le préfet a pris position officiellement pour des assises contre la violence. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui as dit ça la semaine dernière, ou Rod disait que déjà, à l'époque de l'URL, il y avait eu un débat sur cette question-là, sur les violences, mais visiblement, ça n'a changé pas grand-chose, puisque la situation se complique de plus en plus, et les violences quittent la rue et vont dans les établissements scolaires. Vous savez que, aussi bien en France qu'en Guadeloupe, les enseignants sont victimes de leurs élèves. Alors, la question que je pose et qui est posée, est-ce que notre problème pour résoudre le problème de la violence, c'est un problème d'effectifs de policiers ou alors c'est un problème familial? Je pense que c'est un mélange de tout. On peut pas dire que c'est que le manque d'effectifs. On ne va pas mettre un policier derrière. Oui, mais on ne va pas mettre un policier derrière chaque habitant ou chaque Guadeloupéen. Après, c'est un problème de violence éducative, c'est un problème d'éducation, c'est un tout. Mais comme disait Daniel il y a 3 ou 4 semaines, on a parlé de violence déjà. Il faut un maillage de tout ça, mais il y a des dispositifs qui existent. Déjà, il y a les élus ou alors l'État ne fait pas rien. Il y a des dispositifs qui existent. Donc je pense qu'il faut vraiment les relancer, être derrière et que tout le monde aille dans le même sens. Donc peut-être que le préfet, le fait de décider ou de parler de ces assises... En fait, oui, bien sûr, puisque la sécurité des biens et des personnes, c'est le rôle de l'État. Mais enfin, c'est notre population qui est décimée. C'est nos jeunes qui sont touchés. Oui, mais alors peut-être alors le préfet, l'actuel préfet a l'avantage de poser le problème globalement. Moi, je l'ai entendu dans sa longue interview sur le sujet où il le pose globalement. Il pose le problème de la responsabilité de tout le monde. Il ne dit pas que c'est la faute des élus, que c'est il dit que tout le monde a une part de responsabilité et qu'il comprend la situation des jeunes qui sont dans la rue. Ce ne sont pas des jeunes qui sont complètement perdus. Mais quelque part, il y a une sinistrose aussi qui est un peu entretenue parce qu'en réalité, il
faut pas dire que personne ne fait rien, c'est faux. Il y a les collectivités, tout le monde. Oui, non, et puis les collectivités font, il y a des choses qui se font, mais il se trouve que certainement, les moyens sont peut-être insuffisants, mais pas des moyens policiers, mais des moyens d'encadrement. Alors moi, je prends un exemple simple. Je vois qu'à Sainte-Rose, par exemple, il y a une unité de Montéron qui est installée pour accompagner les gens, il y a des centres fermés par-ci, par-là. Le problème, c'est que on voit bien ce qui se passe, ça crée une espèce d'appel d'air pour toutes sortes de personnes qui ont des problèmes, qui se retrouvent, et la commune elle-même, en fait, le territoire n'a pas de moyens pour s'occuper de ces personnes-là. Elles traînent dans la rue, etc. Il y a certainement une question aussi qui se pose pour l'encadrement dans les services de santé. On a eu une année consacrée à la santé mentale. On n'a pas vu grand-chose changer dans le pays. Il n'y a pas eu de moyens supplémentaires, peut-être un ou deux psychiatres qu'on a recrutés. On n'a pas de moyens supplémentaires pour suivre ça. Au-delà de ça aussi, on parlait d'encadrement. Je pense qu'on a déserté les maisons de quartier. Je l'ai dit dans mon édito la semaine dernière sur Guadeloupe la première. Les maisons de quartier, les éducateurs, les gens qui étaient dans des associations. On donne moins aux associations. Il y a de moins en moins de bénévoles. Parce qu'avant, il y avait, entre guillemets, des grands frères, des grandes sœurs, des gens pour encadrer. Quand les parents étaient défaillants, ben non, ils allaient faire des activités, ils étaient dans des maisons de quartier. Tout ça, on a déserté tout cela. Il n'y a pas les moyens pour le périscolaire. Par exemple, dans les écoles, on voit bien que les communes, alors il n'y a peut-être pas assez d'argent, mais c'est un secteur où on ne finance pas. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont censées faire du périscolaire, faire des devoirs aux enfants, créer des activités, il n'y en a pas assez. Et puis globalement aussi, il faut peut-être aussi s'attaquer au mode de développement de ce pays-là, qui est resté une zone de consumérisme effréné, où on n'a que ça à offrir aux personnes. Ça c'est un problème auquel il faut s'attaquer. On ne peut pas vouloir faire des déviations et des commerces partout. D'accord, mais on a comme un gros problème qui n'est toujours pas résolu. Je ne pense pas que c'est les assises du préfet qui vont le résoudre. C'est le problème de l'entrée des armes en Guadeloupe. Alors, nous sommes une île, un archipel. On sait d'où sortent ces armes. Là, il faut des moyens, ça c'est certain. Il n'y a pas de drones sur les côtes, il n'y a pas suffisamment de douaniers sur les côtes, dont résultat, les armes entrent facilement. Et au moment où je parle, j'ai reçu la procureure avant-hier ici, je ne suis pas sûr qu'on soit seulement à 40 000 là, maintenant. Le nombre, parce que les jeunes aujourd'hui sont tous armés, parce que c'est pour eux un moyen de défense, parce qu'ils ont peur. Tu parles de sinistrose, de peur aussi. Donc on fait un débat, d'accord, ou des assises sur cette question-là. La procureure que j'ai reçue me disait que dans les CLSPD, il y a une seule CLSPD qui fonctionne bien, c'est à Sainte-Anne. Que les autres, ça se fait, il y a des endroits où ça se fait pratiquement pas. Mais les équipes de rue sont toutes mortes. Je sais que le département a beaucoup soutenu les équipes de rue. Moi, j'ai été moi-même président d'une association, il y avait une équipe de rue sur la zone de Sainte-Rose-DR. Ça continue un peu, mais on voit bien qu'il n'y a pas assez de moyens. La plupart sont mortes parce que ça coûtait. Là aussi, on a un problème du coût de fonctionnement de ces organismes-là. Il faut les prendre en charge, ça coûte très cher, tout simplement parce qu'ils obligent aussi à respecter un certain nombre de grilles de salaire que les collectivités ne peuvent pas supporter la plupart du temps. Donc, il y a un problème d'encadrement, mais il est clair qu'il faut s'attaquer à la racine du problème. À la racine du problème. Il y a l'éducation, c'est certain. Problème d'éducation. Il faut aider les écoles, il faut accompagner les enseignants qui ne pourront jamais tout seuls. La dernière fois, nous, on parle de la parentalité, mais c'est le problème se pose. On l'a vu la dernière fois au collège de Grand-Camp. Oui. On voit le personnel qui n'a pas trouvé d'autre solution que barrer avec des cartons comme n'importe qui d'autre et les enfants qui traînent dehors. On se dit, mais peut-être que dans l'école, c'est à ce moment-là qu'il faut faire de l'éducation sur la violence. Il faut consacrer tous les cours à ça. Il faut trouver des idées. Oui, il faut faire des assises, c'est une nécessité, mais en eau de bout. Oui. Mais tout à fait. Oui, absolument. Et c'est aussi, on n'est pas arrivé là comme ça subitement, c'est aussi 30 ou 40 années de désengagement dans les services publics, 30 ou 40 années de désengagement des parents. De réduction des moyens. Il n'y a plus de moyens.
Et aujourd'hui, on se dit, bon, pourquoi on en est arrivé là? Mais il y a aussi tout un passé de désengagement sur tous les moyens, de désengagement, ne serait-ce que pour la santé mentale. On a un gros problème en Guadeloupe, sauf que le schéma est resté le même que dans les années 80-90, alors qu'il y a des évolutions. Il y a des gens qui sont en rupture de soins, qui ne veulent pas se soigner. Il n'y a plus de brigades d'intervention, j'aime pas ce mot-là, mais pour inciter ces personnes à reprendre leurs médicaments. Donc, il y a tout un désengagement qui donne ça aujourd'hui. Ouais. Et on n'est pas prêt d'en sortir. C'est un problème complexe qui n'a pas une seule solution, en fait. C'est vraiment la mutualisation. C'est pour ça que je disais que les assises sont nécessaires, mais elles ne sont pas une fin en soi. Mais c'est une condition nécessaire. C'est que vraiment, tous les acteurs publics, privés, la société civile, parce qu'il y a déjà eu des actions qui ont été menées par le passé, qui, pour certains, ont produit des effets, mais ce n'est pas un problème qui se règle d'un coup d'un seul. Il faut garder cette optique, cet horizon qui est celui de travailler ensemble, et surtout que les mécanismes qui existent, que les dispositifs qui existent, oui, pour certains disposent de davantage de moyens, lorsqu'on parle des forces de l'ordre, par exemple, qui a davantage de moyens, c'est une réalité, mais aussi que les moyens et les dispositifs qui existent à l'initiative des collectivités, de l'État, des associations ou de la société civile, soient mieux maillés entre eux et mieux mutualisés. Toujours sur les chiffres. On reste sur le quantitatif. Dans l'éducation nationale, on a annoncé une 90 ou 91 suppressions de postes équivalent temps plein pour la rentrée prochaine, alors que l'on sait très bien qu'on a une situation où des jeunes sortent sans avoir qui sont décrocheurs, ils n'ont pas de perspective, et ils ont des difficultés à la lecture. Il faudrait, alors pas plus 250 000 profs de plus, mais au moins des encadrements pour permettre, pour aider, pour trouver des solutions à ces jeunes-là. En tout cas, les garder, ces profs-là, puisqu'il y a peut-être moins d'enfants dans les classes, mais les garder pour tous ces cours qu'on donne en plus, pour ces heures supplémentaires, pour créer des groupes et recréer la motivation parmi ces jeunes. Deux petits mots avant de conclure sur quand même le rapport accablant de CRC. Sur la question de l'eau. Du CMGEAG. Là, j'ai vu des choses extraordinairement graves. C'est pas nouveau, non? C'est pas nouveau. Voilà. Là aussi, ça ressemble à la sortie du patronat. C'est pas nouveau. On sait depuis très longtemps qu'on a un gros problème d'épuration. Alors, c'est pas 100%, mais on est à 80% de stations qui ne fonctionnent pas ou qui dysfonctionnent. Mais en tout cas, c'est un problème grave, puisque tout est déversé dans la nature. Fort heureusement, je pense qu'il y a un peu d'affolement, mais fort heureusement, j'espère qu'on peut encore se baigner à la mer, il ne faut pas non plus. J'ai une bouillantaise. Dans 5 ans, on pourra plus se baigner. Non, j'ai une bouillantaise qui m'a dit ce matin, elle sait pourquoi elle ne va pas à la mer. En plus, des fois, elle est un peu choquée quand elle voit des visiteurs de l'extérieur se baigner aux embouchures. Elle a peur et elle dit qu'elle n'attend pas les 5 ans. Ah oui, dans 5 ans, dans l'île aux Belles Eaux, on ne pourra pas se baigner. J'ai entendu aussi mais le problème qui se pose, c'est qu'on ne sent pas la résolution. Alors, on a une belle expérience qui est en cours à Marie-Galante avec la station d'épuration naturelle. Oui. Donc peut-être qu'il faudrait... J'ai vu dans France Antilles que Vinci va mettre 144 millions pour la Jamaïque. Pour l'eau à la Jamaïque. Et dans nos pages Caraïbes, effectivement. Oui, 144 millions, je ne dis même pas qu'il nous faudrait 100 millions tout de suite, mais je pense qu'il y a un véritable problème. Et c'est un problème, on ne sent pas la résolution. Alors, c'est toujours pareil. Et il faut des priorités. Si on peut se dire que on a une déviation, il faut faire le choix entre une déviation à 125 millions et 3-4 stations d'épuration, peut-être qu'il faut faire un choix. Je ne sais pas. Mais en fait, ce sont des problèmes de santé publique, ce sont des problèmes de littoraux, ce sont des problèmes sur la potabilité de l'eau de mer, enfin potabilité. La bonne tenue des eaux de mer, ce sont des compétences de l'État, donc l'État devrait se mobiliser. Deux petits mots sur l'éducation. Bon, vous le savez, on vient de le savoir, le nombre de postes va encore diminuer. Mais c'est lié à la baisse de la population et au nombre des élèves aussi. La carte scolaire évolue de façon défavorable. Oui, très défavorable. Après, il ne faut pas oublier qu'on est un archipel. Évidemment, quand vous avez 13 élèves seulement, par exemple à la Désirade au collège, ils ne vont pas prendre le bateau tous les matins pour aller à Saint-François. À Terre-de-Bas, c'est pareil. Voilà, Marie-Galante, les Saintes. Et Désirade. Donc il y a déjà aussi ça, on ne peut pas être que sur des statistiques
Et nous, on ne prend pas le train, on ne prend pas la voiture, on ne va pas dans le département d'à côté. Hein. Mais prenons un exemple de Taïwan ou de la Corée du Sud. Eux, ils ont fait le choix dans les années 40-50 de tout miser sur l'éducation. On voit ce que ça a donné. Ce sont des puissances intellectuelles et économiques aujourd'hui. C'est vrai, c'est une question de choix. Ouais. Comme il faut le faire pour la santé et pour la santé des personnes, comme il faut le faire aussi pour l'éducation. Mais il faut faire des choix. On ne peut pas tout faire. Ça, c'est évident qu'on ne peut pas tout faire dans un exercice. On ne peut pas demander ni à l'État ni aux collectivités de tout faire. Il faut qu'on se concentre sur quelque chose. Et ça, c'est important sur la durée. C'est vrai que ça fait un moment qu'on a vu venir. On a vu venir les problèmes. Bon. Donc ça veut dire qu'il faut se concentrer dessus. Regardez, ils ont donné le nombre de stations d'épuration et le nombre qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Ça fait peur quand même. Hein. Mais la dernière fois, le rappelait. Effectivement, si on dit qu'on a 1 milliard et qu'on va avoir une perte d'activité pour le BTP, par exemple, dans beaucoup de secteurs, parce que effectivement, sur la rénovation, ça va baisser. Mais le 1 milliard de travaux, là, c'est 1 milliard de travaux. Donc ça veut dire qu'il y a quand même... Et en se concentrant dessus, peut-être qu'on y arriverait, on créerait des emplois, on va créer aussi... C'est un énorme levier, y compris pour la formation professionnelle. Vous allez former plein de gens. Ces gens-là vont travailler après. Ce ne sont pas les agents du SMGEAG qui vont aller réparer les stations d'épuration. Il faut se le rappeler. Ils sont 600. Voilà. Alors, je vous rappelle, vous ne savez pas que mardi, il y aura une émission spéciale avec l'UGTG pendant 1 heure. Avec la responsable du syndicat, Maïté Ntoumo, qui viendra avec des représentants parce que visiblement l'UGTG, je lui ai posé la question la dernière fois, l'UGTG était un petit peu en basse production, j'ai envie de dire au niveau syndical. Non, perte d'adhérents, mais pas seulement, mais même au niveau de la réaction. Alors, donc ils ont décidé lors de leur congrès de faire le maximum. Et donc, mardi, on fera une émission spéciale avec eux. Bon. Là, nous sommes en vacances, alors, Dany, qu'est-ce que... Non, pendant 2 semaines, on ne vient pas. Mardi, j'ai dit mardi. Non, le BMG est en vacances, puisque c'est carnaval. Pourquoi? Donc, vendredi prochain, le vendredi d'après. Ce matin, donc on va... Nous prenons en vacances. Ce carnaval, c'est l'autre semaine, là. Donc, alors, pour info, il y a aussi Masse Liberté à Sainte-Rose. Oui, je vois. Alors, si vous... Je crois que moi, mercredi 11, le ZCL organise une conférence sur le carnaval avec Akiyo et Voukoum, mais ça à Bastia. Mais le carnaval Akiyo et Voukoum Akiyo et Voukoum. Mais non, mais on on ne peut pas tout choisir. Non, ne dis pas Timas, ils sont vexés. Les masses. Avec 2 S. Sur le côté... Non, ça c'est les masses à peau, mais les masses à caisse claire. Du carnaval, le côté spirituel du carnaval. Et le synthé. C'est la suite. Ah, d'accord. Donc le synthé, caisse claire, vanille. Ouais, non. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. À vendredi prochain, nous pourrons le carnaval. Bon, merci d'être là. Merci à tous. Bonne santé, Jacques. Merci. Merci d'être venu. Tu nous as manqué. Non, mais c'est vrai, il est venu, il a fait l'effort parce que j'ai même pensé qu'il ne viendrait plus en train de me dire. Non, je le boostais. Tu l'as boosté? Bon, je ne savais pas. C'est Nathalie qui te booste. Je vous booste tous. Bon week-end à vous tous et on se retrouve. Moi, je continue, je vous laisse vous en aller et je leur redis vraiment à l'acheter, ce numéro-là, et à le conserver précieusement parce qu'il est bon. C'est pas dit qu'il est plus bon que les autres, mais il est bon. Et merci pour toute l'équipe. Allez, ciao, bye bye. Voilà, c'est parti pour la dernière partie du ZCL. On va recevoir dans un instant un musicien martiniquais très connu, très célèbre, qu'on a eu l'occasion de connaître, qu'on vient à Martinique. Bonjour Kali. Ça va bien? Qui nouvelle vous? Je vais même content, moi la visite, moi content. Ok, on va recevoir aussi Yasmina avec Iman. Pour l'instant, on fait un petit retour sur l'actualité très rapidement avec la rencontre avec Chantal Loyal, danseuse, chorégraphe de la troupe d'Ifekako, chevalier de Légion d'honneur, officier de l'ordre national. Bref, elle a plein de titres et cette dame-là, elle a organisé en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane un festival créole. C'est la fin pratiquement.
Et c'est un petit dernier coup d'œil avec elle, un retour sur ce qu'elle a fait 6 jours aussi en Guadeloupe, puisqu'elle est présente encore jusqu'au 12e asie. On l'écoute. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Chantal Loyal, qui est une personnalité de la vie culturelle que l'on ne présente plus et qui est d'origine satanaise, donc on ne pouvait pas la laisser repartir sans présenter cet ouvrage qu'elle a écrit, qui est une autobiographie qui permet de mieux comprendre son parcours depuis son enfance en Guadeloupe et jusqu'à tout ce qu'elle a vécu, tout son parcours en France, et qui permet justement de mieux comprendre ses motivations. C'est un parcours triangulaire où je parle de la santé par le biais de ma mère, de l'aide sociale à l'enfance et également de la culture, de ce que nous sommes en tant que Guadeloupéens culturellement, mais aussi des fragments de vie difficiles et fragiles, de ce que nous pouvons être aussi. Et ça, c'est par le biais de ma mère et par le biais familial, je dirais, de manière plus générale. Donc je tenais à laisser cette trace d'enfants de l'aide sociale à l'enfance, d'enfants laissés en nourrice, et comment on peut faire face à l'adversité, à la résilience. C'est vrai que cet ouvrage est particulier parce qu'il est à la fois cynique, ironique et rempli d'une acidité, mais qui permet au lecteur de mieux comprendre après pourquoi et le cheminement. Je prends un exemple de l'ouvrage qu'elle avait une mère dysfonctionnelle. C'est quoi une mère dysfonctionnelle? Donc après, dès l'introduction, on lit ça, on se dit waouh. Et puis après, au fur et à mesure des pages, on comprend pourquoi ce parcours, pourquoi cette souffrance, parce qu'elle a été forgée dans la souffrance. Donc en fait, aujourd'hui, elle échange avec le public et c'est vraiment un très grand plaisir de recevoir cette personnalité qui, je le rappelle, a été décorée de la médaille de la Légion d'honneur par François Hollande. Quand on a des vies comme les nôtres, on a envie de servir peut-être à quelque chose, je ne sais pas, ou est-ce que c'est aussi un tempérament, un caractère? J'ai toujours voulu travailler pour le pluriel, pour une reconnaissance de nos identités en tant que Guadeloupéenne. Ça m'a toujours habité. J'aime respecter les individualités, mais comment l'individualité peut faire communauté et peut travailler de manière plurielle. C'est surtout ce qui m'intéresse, comment on peut être dans le partage. Ce monde est trop absurde. Je trouve ça déplorable d'être dans ce monde actuel que nous vivons. Voilà, nous allons recevoir, je vous l'ai dit, un artiste martiniquais très connu, très célèbre, qui a beaucoup fait pour la musique martiniquaise, je peux dire caribéenne. Il s'appelle Kali. Bonjour Kali. Bonjour Yannick, bonjour tous les éditeurs de Canal 10. Je suis content d'être là aujourd'hui. Merci d'être avec nous parce que tu fais un spectacle demain à Bastère, à l'auditorium. Alors pourquoi Kalinago? C'est un jeu de mots ou bien c'est... Non, c'est un hasard. C'est un hasard, enfin, c'est plusieurs choses. J'ai vécu 10 ans en Guyane. Oui. Comme ça, vous savez ça. Ah, d'accord, mais ça s'explique. Et donc, bien sûr, j'ai rencontré les Kalinago à travers des voyages qu'on a fait, des voyages culturels avec des troupes de théâtre pour pouvoir faire du théâtre, de la musique avec les enfants. Et c'était assez intéressant de voir comment ils sont vraiment toujours à l'état naturel et qu'ils vivent normalement avec la nature, quoi. Et c'est ça qui m'intéressait, en fait. Quand je suis venu en Guyane... Mais ça a influencé ta musique aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. Oui. Cette chanson vient de là. Cette chanson vient d'une pièce de théâtre qu'on avait fait. Et c'était qui était un vieillard guyanais que j'ai transformé un peu, est devenu cette chanson, au Kalinago. Mais c'est surtout aussi pour parler des premiers peuples qui étaient là ici avant nous et qui ont vécu ici. Bien sûr. Qui ont su... qui ont été massacrés, il faut le dire. Ouais. Massacrés un petit peu, mais ils ont quand même toujours réussi à s'enfuir et aller dans les îles voisines. En Dominique, il y a une grosse communauté de Kalinago. Alors, ils sont en Dominique, il y en a en Dominique, même au-delà. Mais il y en a chez aussi, nous, on les a éradiqués. Mais il y en a aussi en Martinique. Non, ils ne sont pas éradiqués parce que je vois une photo de ma grand-mère, de la mère de ma grand-mère. Oui. Je lui dis, mais maman... maman, elle est quoi? Elle est indienne ou quoi? Elle m'a dit non, pas du tout. Maman là est Kalinago. Kalinago, oui. Et c'est là que j'ai appris. Je connais des Guadeloupéennes qui ont encore les traits
physique des Kalinago. Voilà, et puis ça s'est diffusé chez nous, ça s'est mélangé avec les Indiens, les Africains, tout ça, et ça a fait une race qui est devenue la nôtre. Qui c'est qui faisait les cassaves ici? Qui faisait les cassaves en Guadeloupe? C'était eux? Oui, c'est eux, c'est les Kalinago. Ah oui, c'est oui. Puis ils ont fait bon cassaves. Ils ont fait des hamacs, enfin, ils ont fait beaucoup de choses. Oui, et puis il y a plein de mots dans notre vocabulaire qui sont des mots Kalinago. Oui. Voilà. Oui, par exemple. Alors, au niveau musical, alors, comment ça va être demain? Alors, demain, donc, on va... donc c'est difficile parce qu'il faut faire un répertoire où tout le monde va se retrouver. Oui. Il y en a qui aiment cette chanson-là, cette chanson-là, cette chanson-là. Et finalement, à la fin, ça fait plus d'une trentaine de chansons. Ouais. Et on ne peut pas tout jouer, en fait. Hein, donc, c'est clair. Et on veut absolument quand même présenter quelques nouvelles pièces du nouvel album. Oui. Donc, il y a des nouvelles chansons que les gens vont découvrir. Et puis, bien sûr, il y a tous les incontournables qui sont là. On va faire des petits clins d'œil au parcours du 6e continent, un petit clin d'œil au parcours Racine que nous avons fait il y a quelques années avec les albums Racine. Et puis après, Cali plus moderne, Cali plus machin. Bon, les chansons que les gens aiment aussi sont là. Et puis, ouais, il y a plein de chansons quand même. Ça fait un gros répertoire de... Alors, moi, j'ai envie de te poser la question, puisque bon, j'ai vécu un mouvement en Martinique, je me souviens, c'était à l'époque du zouk, mais comment tu as traversé cette période où il y avait le zouk qui était là, tout le monde a dit zouk compas, etc., et Cali était? C'est-à-dire que moi, enfin bon, si moi je peux parler créole, moi c'est mon Saint-Pierre. Ouais. Donc moi, je vais dans la tradition même, tonton moi c'est Max Rancé, moi c'est Liliane Rancé, c'est lui qui a écrit chanson Max Rancé, et moi je vais dans ça, moi je vais dans Bidjin Mazouk. Et puis c'est quand même fidèle à la tradition là. Ah oui, toujours. Ouais. Puisque, et puis il venait chercher moi. Au départ, moi fait un groupe rock 6e continent, et puis après, Banjo a venu côté moi, moi j'appelle Banjo Trail. Je dis Banjo là finalement. Moi j'appelle Banjo. Moi comprendre que la musique c'était un autre bagaille, et donc moi fait un autre parcours. Ouais. Et parcours Banjo Trail a amené un petit bon côté différent. C'est vraiment extraordinaire quand même. Et puis, c'est surtout le public là qui a supporté moi. Oui. Parce que l'onizouk là à côté, ou bien musique compas à côté, c'est difficile, quoi. C'est difficile. Mais moi, en tête, musique noire, ni aussi force, d'autant force que toutes ces bêtes-là. Donc, il faut que nous arrivions travailler jusqu'à ce que nous comprenions, parce que c'est peut-être comprendre que nous ne comprenons pas. Dernièrement, on arrive à réaliser que Chacha, dans la musique noire, c'était fait là, dans le compas. Oui, tout à fait. Et que Chacha, il ne faut pas mettre derrière, il faut mettre devant, tchic, et c'est lui qui a nous pulsation. Ouais. Et c'est comme ça que la musique a revenu plus costaud, plus solide. Ouais. Bon, alors, à part ça, moi, je ne pas dire jouer musique rapide. Ouais. Ça arrive de jouer un morceau, deux morceaux, trois morceaux rapides. Ouais. Moi, je peux jouer un morceau dans des tempos qui plus lent, qui quand même plus à l'aise, tout ça. Et en plus, l'union est fondamentale, côté aussi parole là aussi. Parole là, bien sûr. Oui, l'union travaille extraordinaire qui fait. Et je travaille aussi, et puis des paroliers depuis longtemps, parce que je trouve que parole moi, tout seul, ça. Donc de là, c'est l'inspiration qui a venu, mais d'autres là, il pas venu, et puis pas ni vraiment c'est moi qui a captivé le public là, et pour moi, c'est premier bail, c'est captiver mon nom, et puis ces paroles là pour y entrer dans le texte là. C'est dommage qu'on ne peut pas porter bonjour là, parce qu'il fait au fond un petit coup de bonjour. Oui, moi, je dis bonjour là. Vous dites bonjour là. Ah ben, tout à l'heure, nous avons un petit freezer. Oui, d'accord. On revient sur l'actualité et après, nous avons un petit coup de bonjour avec Kalien Diek. Plénière au département sur les orientations budgétaires, c'était hier au conseil départemental. Charlie Degogna était sur place, on regarde son reportage. Pour retenir qu'aujourd'hui, c'était le vote, discussion sur les orientations budgétaires. Nous avons eu l'occasion de préciser quelle était la trajectoire du département, maintenir cette solidarité avec solidarité humaine, solidarité avec les territoires, un volume d'investissement très conséquent, mais tout en maintenant nos marges de manœuvre, puisqu'aujourd'hui, compte tenu de la situation sociale au niveau national, on peut voir combien les départements sont en grande difficulté et nous, on veut préserver nos marges de manœuvre. Donc, c'est en ce sens que l'autofinancement puisse être maintenu pour que les politiques publiques que nous voulons financer dans les années à venir puissent se poursuivre, mais en même temps être sur les différents dossiers qui nous concernent. La petite enfance, qui sera vraiment une priorité cette année. On va recruter une centaine d'ASFAM pour que nos enfants placés soient dans de bonnes conditions. Également, au niveau de l'éducation, nous l'avons annoncé, il y avait 30 jeunes en contrat de qualification, on va passer à 50, ce qui permettrait
qu'ils puissent obtenir une expérience au sein du département, mais aussi leur permettre de finaliser leurs études. Au niveau donc, de l'éducation aussi, avec les jeunes, les sapeurs-pompiers dès leur collège, pour tous familiariser avec notre environnement, les risques que nous connaissons. Donc ce sont ces grandes orientations et lors du budget le 26 février, nous aurons l'occasion donc de détailler ces différents chiffres, mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est que garder cette situation financière saine du département. Voilà, alors Imane est arrivé, bonjour. Bonjour Dani. Avec Yasmine. Na. Yasmina. On écoute un petit peu de Kali Avec et on te grand donne la plaisir. parole avec plaisir quand même. Ah bah oui, carrément. Oui. Ah, déjà, c'est parti. Eh bien, nous avons un petit morceau à l'arrière. En mi-temps, l'homme a pagayé, Kalina, Chiméon, dans le ciel la liberté wa bokanawa. Conquistador, yo vini, chercher l'or, trouver paradis. À Cabizio et puis Fizi, tous oiseaux paradis s'enfuient. En mi-temps, l'homme a pagayé, Kalina, Chiméon, dans le ciel la liberté à Bokanawa. Bravo, merci en tout cas Kali en direct en live dans le Jet Ciel et rendez-vous demain. Rendez-vous demain au soir. Ouais. À l'auditorium Jérôme Cléry à Bastère. C'est la première fois que tu joues à Bastère? Non, mais nous joué déjà à l'Archipel la première fois. Ah ouais, l'Archipel, c'est vrai, oui. j'avais vu. Et puis là, c'est l'auditorium, ben, nous contents. Ok, ben... Et puis, alors, on a dit quand même que nous avons un invité surprise, parce que le pianiste n'aura pas pu être là. Oui. C'est Dominique Béros qui a joué puis moi l'autre fois. Quoi bien accompagné, hein? Voilà. Et puis Dominique, donc nous faisons nos répétitions, et puis Dominique, comme toujours, il a... Ah oui, très bon, Dominique. Vraiment, Kali plus Dominique demain à l'auditorium, à ne pas rater. Ok? Hein? C'est ça. Oui, je serai là. Bon, alors, Imane, bonjour, merci d'être là. Et on parle aujourd'hui de... Relation. De vibration. De vibration. Ben, oui, on vient d'avoir de la vibration là. Oui. Exactement. Alors, on commence par quoi? Bon, on va commencer par lancer le générique. Qui ne nous correspondent pas. Et en fait, ça dit un peu notre vibration interne. Le concept vraiment de cette chronique, c'est que tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Et la question, puisqu'on est le mois de l'amour, n'est-ce pas, février, justement, j'ai marqué amour sur mon Maroc. Ah, quand même. Mais oui, quand même, donc il faut être raccord avec le thème. On est sur ce mois parfois de grandes désillusions parce que l'amour, c'est beau, c'est le sentiment le plus pur et le plus noble, mais parfois, on ne tombe pas sur les bonnes personnes et on a tendance à se demander mais pourquoi c'est toujours le même cycle, c'est toujours le même problème, c'est toujours les mêmes types d'hommes, puisque nous sommes des femmes. Et pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes, c'est la question un peu de fond que j'ai voulu aborder aujourd'hui. On est en février, c'est le mois de l'amour? Oui, c'est tous les mois, c'est tous les jours en fait, en vrai. Mais en fait, la vraie question qu'on peut se poser, c'est d'où part le besoin qu'on a d'être en relation, d'être en amour, et de quel endroit on va attirer la personne. Est-ce qu'on est dans un manque ou bien est-ce qu'on est déjà dans une abondance? Et en fait, le concept, c'est si on attire ce qu'on vibre. Si je vibre le manque, je vais attirer le manque. Et la personne qui va venir, elle est plus dans une blessure déjà émotionnelle. Elle va pas pouvoir me guérir. Au contraire, elle va amplifier mon manque. Et si je suis dans l'abondance, au contraire,
la personne qui vient, elle vient avec du positif, donc on va faire que du plus, ça va s'amplifier, en fait. C'est des maths. C'est le principe principal, central. Alors, le miroir, la relation que tu attires souvent le miroir de la relation que tu as avec toi-même. Oui, tout à fait. Donc, si on a compris que si on attire du plus ou si on attire du moins, ça veut dire qu'on est soit-même, soit plus, soit moins. C'est basique. Et donc, en fait, on se rend compte que tout vient de l'intérieur et la relation que tu vas attirer, c'est le miroir de ce qui est à l'intérieur de toi. Et donc, clairement, si on est plus, c'est super. Si on est moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a peut-être des blessures qu'on n'a pas soignées, qu'on a des manques qui ont besoin d'être comblés, mais ils ne sont pas comblés de la bonne façon. On pense que ça vient toujours de l'extérieur, alors qu'il faut déjà reshifter son intérieur, son monde intérieur, ses croyances et parfois ses loyautés familiales, puisque... vous le savez peut-être pas, mais je fais aussi des constellations familiales et on se rend compte qu'il y a un lien en fait avec nos lignées qui sont n'ont pas été forcément dans un concept d'amour, clairement. On a nos parents qui ont subi l'esclavage, qui ont subi plein de choses et on n'a pas forcément eu ce sentiment qui a été prédominant. Et donc c'est un travail de guérison qu'on a à faire à l'intérieur de soi, pour ses lignées et pour les lignées à venir, en fait. Donc, c'est des attentes qu'on peut avoir qui sont inconscientes. Et c'est là où, justement, le corps, l'énergie va pouvoir se mettre en action, en mouvement, et on va pouvoir pas répéter ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais c'est parce qu'on a un shift à l'intérieur de nous qui nous permet de changer notre réalité. Alors, on va aborder la vibration affective. On ne vibre pas ce qu'on dit vouloir, on vibre ce qu'on est prêt à recevoir. Oui. Toujours dans le même concept, en fait, l'image, le self-care, ça raconte aussi l'amour qu'on a pour soi. Et c'est là où on va parler de routine et de prendre soin de soi avec Yasmina. Et Yasmina, elle a un centre qui s'appelle le PB Cosmétique à Jarry et elle reçoit justement les femmes pour des skincare, mais pas que. Donc, je vais lui donner la parole pour justement avoir ce regard sur la femme qu'elle reçoit, comment elle est et comment elle part après les soins. Déjà, comme tu l'as dit, l'amour, ça part déjà de soi. Donc, il faut faire preuve d'amour envers soi-même, que ça soit par le toucher, par la parole, par les pensées. Par exemple, quand je dis le toucher, si on fait une skincare et qu'on est super agressif avec soi-même, voilà, ça passe par là, par des touchers délicats. Et il faut s'aimer pour que ça puisse refléter et qu'on puisse attirer à nous ce qu'on ressent déjà pour nous, puisque tout part de nous. Donc, c'est vrai que moi, dans l'esthétique, c'est vrai que ça englobe énormément de choses. Ça peut être apprendre à s'aimer par un cours d'auto-maquillage, par exemple, parce qu'on apprend à se mettre en valeur avec les traits qu'on a, etc., avec notre couleur de peau, avec tout ce qui nous caractérise. Ça peut être par le soin esthétique de la peau, comme je disais, je peux conseiller, parce que quand on se sent bien dans sa peau, de toute façon, on s'aime plus et ça se ressent à l'extérieur. Et ça peut être aussi par le maquillage, qui est un outil formidable d'ailleurs. Ça veut dire que le maquillage, c'est un acte d'amour? Tout à fait. Oui. C'est un acte d'amour et c'est un acte qui permet de s'adapter à toutes les situations en société, puisque en fonction de là où on va, du type d'événement dans lequel on va être, on ne va pas se maquiller de la même façon pour aller dans une soirée carnavalesque que pour aller à un date pour la Saint-Valentin, par exemple. D'accord. Voilà. Donc, en fait, le maquillage, c'est pas là pour cacher, mais c'est là pour révéler. Et c'est un acte d'amour, comme tu le disais. C'est vraiment un rituel, on pourrait dire, de reconnexion à soi, de reconnaissance du soi, de se valoriser. C'est pas du tout superficiel comme on peut le penser, en fait. C'est une femme qui se maquille, qui prend soin d'elle, elle se choisit d'abord, en fait. C'est pas pour chercher l'amour qu'elle se maquille? Non, pour se valoriser elle, se faire du bien à elle. D'abord pour elle. Voilà. Après, si ça attire, tant mieux, mais après, c'est peut-être pas l'objectif premier pour tout le monde, en tout cas. D'accord. Le self-care, le maquillage, non, mais c'est important ce que vous dites, parce que beaucoup de femmes, je vois des femmes qui sont hyper maquillées, je me demande quelquefois si elles sont maquillées pour elles ou pour moi. Pour toi, en plus. Oui, en fait, pas du pour moi. C'est pas une question masculine, ça, quand même.
non, en général, je parle pour. Mais tout ce que font les femmes, c'est pas visé pour les hommes. Il y a des choses qu'on fait juste parce que ça nous plaît. On va faire un temps d'éducation. En fait, là, c'est pas pour les hommes qu'on s'habille, qu'on se maquille, qu'on se brosse les dents. Voilà, on fait toutes ces choses. C'est pour soi qu'on s'offre, n'est-ce pas? Non, mais c'est vraiment, il faut prendre conscience de ça, les gars. Il y a une vraie éducation à faire à ce niveau-là. Mais non, mais ça va jusqu'aux vêtements, alors. Ben, complètement, en fait. Bien sûr, les vêtements. Une femme est super bien habillée, bien... Je ne parle pas du maquillage, je parle de sa vesture, tout ça. C'est d'abord pour elle. Oui, quand elle se sent bien à l'intérieur de son corps, elle se trouve jolie, forcément, elle va pour conquérir le monde. Mais ça des regards, quand même. Tant mieux pour vous, mais c'est pas pour vous à la base. En fait, c'est une conséquence, je veux dire. L'émanation, on émane d'abord pour soi. Le soleil, il émane... Voilà, il rayonne, il ne se pose pas la question s'il a besoin de rayonner. Et ça fait du bien à la nature, ça fait du bien au système solaire, mais il ne se pose pas de question de pourquoi est-ce que je vais rayonner un peu, moyen ou beaucoup aujourd'hui. Non, il fait que rayonner. Et c'est exactement comme ça pour la femme et pour l'homme aussi, en fait. On émane de qui on est actuellement, on prend conscience, on se positionne et c'est l'autre qui va observer, mais il va avoir une réaction, mais ce n'est pas par rapport à mon état d'émanation. Alors moi, je vous pose une autre question à l'envers. Alors quand un homme se maquille? Certains hommes se maquillent simplement par passion, pour eux-mêmes, ça n'a rien à voir. Ah oui. D'accord. Non, c'est pas une passion dédiée aux femmes, le maquillage, c'est même aussi pour les hommes. Ce que tu attires reflète souvent ce que tu acceptes, c'est ça? Oui, en fait, ça commence toujours par un changement intérieur, par une décision intérieure, parce que on nous a éduqués souvent à être petites, à pas trop faire de bruit, à accepter les choses, à pas en dire trop, voilà. J'accepte les choses et en fait, c'est déjà de se choisir et de poser ses limites et de dire ok, moi je veux ça dans ma vie, je suis prête à m'aimer à cette hauteur-là, je mérite telle chose. Du coup, ça va shifter déjà son intérieur et après son extérieur. C'est vraiment être prête à plus trahir qui on est. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre en vrai? Et l'amour sain? L'amour sain, il arrive quand on est prêt. Pour soi, d'abord. Les deux ou bien seulement la femme? Les deux, en fait. L'idée, c'est qu'on soit à peu près sur le même niveau de, on va dire, guérison pour que ça matche bien, en fait. On n'est pas là pour guérir l'autre n'est pas là pour nous guérir, mais on est là pour avancer ensemble et cheminer et faire des belles choses. Ok, bon, on a bien pris note. Merci Yasmina. Yasmine A, oui, bien sûr. C'est un sujet qui va parler aux femmes, ça. Oui, normalement. Sans doute, ok. Voilà. Merci pour ce petit intermède sur la beauté, le masque, le maquillage et l'amour qu'il y a. Parce qu'en fait, peut-être les hommes ont une mauvaise vision de ça. Tout à fait. Ça va peut-être permettre de recentrer un petit peu la vision. Après, si ça leur plaît, c'est un bonus. Ah, quand même. Mais initialement, c'est pas forcément toujours que pour eux. D'accord. Voilà. Okay. Et en tout cas, je voulais juste passer un message aussi. Il est déçu. Oui, il est un peu... mais la conséquence est là. Tu es satisfait de ce que tu vois, donc c'est ce qui compte, Dani. C'est évident. Donc ça va attirer le regard, bien sûr. On va parler de ça, mais c'est d'abord à l'intérieur. Et après, ok, on attire les bonnes personnes normalement. Quand tu vibres à la bonne fréquence, oui, non, mais je sais. Voilà, normalement, tu attires les bonnes personnes. Voilà. Okay. Bon, écoutez, remercie. Canyon, dernier petit son, tout petit son avant de nous partir. Tu veux? Ouais. On est ça, hein? La vie artiste, ça pas facile pour vivre collé. C'est bien maman là nous qu'à manger. Surtout un petit pays Martinique là. Toute la famille moi, yo la scellé, yo la crié. Toute la journée c'est yo qu'a dit moi qu'à lui chercher la travail pour ça faire. C'est demain soir, donc je l'ai dit à l'auditorium Jérôme Cléry, portez mon aide parce que pas de correction de place, il y a des tickets à 20 € pour normalement 14 € pour les étudiants et 12 pour les seniors. En tout, rendez-vous demain soir à Bastien. Bonjour et au revoir.
mesdames. Bonjour et au revoir. D'accord. C'est fini pour aujourd'hui en tout cas. On a fait le BMG comme chaque semaine avec tous nos confrères journalistes de Nouvelle Semaine, de France-Antilles, de Guadeloupe Première. Et je recommande le dernier numéro de Nouvelle Semaine. Il y a vraiment de quoi se marier dedans. Et c'est à voir. C'est à lire et à voir et à regarder parce qu'il y a des images qui sont intéressantes. Sinon, c'est fini pour aujourd'hui. Quand on prend la route. Pas de goutte. Oui, quand on prend la route. Pas prendre la goutte. Pas prendre la goutte. Si on prend la goutte, pas prendre la route. Bon week-end à tous, c'est lundi. Et Kali, merci d'être venu. C'était bon. Bye bye. Ciao, bye bye.